Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Clémence Guettet. Bonjour. Bonjour. Dans 3 jours, vous serez officiellement la tête de liste d'Union, la France Insoumise NPA, pour les élections régionales en Nouvelle-Aquitaine. C'est la raison pour laquelle nous vous avons invité. Vous êtes également secrétaire général du groupe LFI à l'Assemblée nationale, donc proche collaboratrice de Jean-Luc Mélenchon. Et vous êtes enfin co-responsable du programme L'Avenir en commun qui servira de plateforme idéologique pour les élections présidentielles et législatives de l'an prochain. Alors avant de parler bien sûr de la campagne des régionales et autres rendez-vous politiques à venir, nous allons tenter de mieux vous connaître. Vous venez tout juste d'avoir 30 ans, Oui. Vous êtes né dans les Deux-Sèvres et vous avez fait une partie de vos études à Poitiers, c'est bien cela hein? C'est exactement ça, ouais. Je suis née dans les Deux-Sèvres, dans le nord de Sèvres, à Cerizay. J'ai fait mon lycée à Bressuire et puis le début de mes études supérieures à Poitiers. Et une grande partie de ma famille y vit. Mes grands-parents avaient une ferme à Poitiers, ils étaient agriculteurs. Donc oui, je suis d'ici et je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Alors vous êtes d'ici mais vous ne vivez plus à Poitiers dans le Poitou-Charentes depuis un petit bout de temps. Est-ce que ça fait de vous une parachutée ? Alors, j'ai vécu 23 ans sur 30 dans cette grande région. Et puis, comme beaucoup de gens, je pense, avec la crise sanitaire et avec la permissivité qui était possible vis-à-vis du travail, je suis revenue de plus en plus ici. Et c'est ici que j'ai décidé de revenir militer avec mes camarades de la France Insoumise et vivre et m'installer. Donc, je ne me sens pas spécialement parachutée ici. Je me sens chez moi, dans cette région. Alors on va parler bien sûr tout à l'heure de vos motivations pour cette élection régionale, mais pour mieux comprendre un peu ce qui occupe vos journées, eh bien une de nos équipes vous a suivi la semaine dernière et à Paris et à Poitiers. On en reparle juste après. Elle est apparue ces derniers mois aux côtés de Jean-Luc Mélenchon. Face à la presse ou sur le terrain, comme ici, dans le Marais Poitevin. Salut José. Dans le premier cercle du patron de la France Insoumise depuis la présidentielle, la discrète Clémence Guettet s'apprête à entrer dans la lumière. C'est à Poitiers où elle a fait une partie de ses études qu'elle nous donne rendez-vous. Bonjour madame. On fait une collecte de denrées alimentaires. À tout juste 30 ans, Clémence Guettet mène sa première campagne régionale. Alors, c'est encore en discussion. Chef de file des Insoumis en Nouvelle-Aquitaine, elle est l'un des nouveaux visages de cette élection, seule porte-parole du Poitou-Charentes. Le fait que je vienne et que je milite principalement en Poitou-Charentes, c'est aussi un message pour nous. Les autres candidats, je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais en tout cas une grande majorité, seront girondins, voire bordelais. Et je pense qu'il faut qu'on parle en fait de l'absurdité ressentie par les gens vis-à-vis du pouvoir régional et en fait vis-à-vis pour eux de l'absence de décisions possibles au quotidien vis-à-vis de cette région. Donc là, il faut qu'on détermine d'abord les questions gouvernementales. Donc on est en 2e et 16e position. Son expérience politique, c'est à l'Assemblée nationale que cette native des Deux-Sèvres la forge depuis 5 ans. Avec les députés insoumis, tous réunis, Clémence Guettet doit manager le travail d'une centaine de collaborateurs. Jean-Luc Mélenchon lui a confié le secrétariat général du groupe parlementaire, un poste clé. Il n'y a pas d'histoire ? Il n'y a pas d'histoire. Le patron de LFI prédit d'ailleurs un bel avenir à sa jeune protégée. La gauche traditionnelle est en miettes. Nous, on fait ce qu'on peut, mais il ne faut pas non plus qu'on se raconte d'histoire. On tâche de bien faire. Et puis, il y a un moment où les pièces devront s'emboîter, à nouveau. Et c'est là que des personnages comme Clémence et d'autres vont jouer un rôle extrêmement important, parce que ça va être des personnalités qui vont être capables à la fois de fermeté doctrinale, programmatique, et de souplesse dans la gestion des rapports entre les personnes, qui est quand même d'habitude la plaie à gauche, quoi. Tête pensante du parti dont elle coordonne le programme, Clémence Guettet est titulaire d'un master d'écologie. Défense de l'environnement, mobilité et référendum d'initiative locale, des thèmes chers à la France Insoumise, seront au cœur de sa campagne. C'est une région que je connais bien, pour laquelle j'ai envie que des choses changent assez radicalement, pour laquelle je pense comme dans d'autres endroits, mais il y a une trentaine d'années de gestion socialiste, avec certaines habitudes politiques qui, à mon avis, doivent être maintenant radicalement modifiées. Encore peu connue du grand public, Clémence Guettet compte sur le vent de dégagisme qui a soufflé sur les municipales pour faire entrer les insoumis à l'Assemblée régionale et se faire un nom dans sa région.
Retour sur le plateau de Dimanche en politique avec donc Clémence Guettet, chef de file de la France Insoumise pour les régionales en Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes, on l'a vu, une femme de l'ombre. Vous n'aimez pas particulièrement l'exposition médiatique. Pourquoi donc avez-vous choisi de vous présenter à ces élections régionales ? Bon, déjà, c'est un choix qui a été un choix collectif, parce que c'est pas moi qui suis arrivée pour dire je vais être tête de liste. C'est pas une volonté personnelle de votre part au départ ? Non, on a choisi collectivement en fait des chefs de file dans les départements pour mener ce combat, et puis ensuite le choix a été fait au niveau de la région, au fur et à mesure d'ailleurs des discussions avec les partenaires politiques. Mais j'ai envie de dire que je suis sur votre plateau, mais sur ma liste il y aura plus d'une centaine de personnes, et je suis là aussi pour essayer de porter la voix de toutes celles et tous ceux qui vont être sur cette liste parce qu'ils représentent la région. Et là, je pense très concrètement à Mélissa, qui est engagée à Bassinon-Mercy, qui sera sur la liste, à Youssef, qui dans le Lot-et-Garonne sera sur la liste, qui est éducateur spécialisé, Marielle, maraîchère paysanne, aussi dans le Lot-et-Garonne. Bref, je crois qu'on va être beaucoup, et on va être beaucoup à arpenter le terrain. Donc c'est important de le dire. Ça me fait penser à quelque chose, ça fait penser à chez nous, à Poitiers Collectif. C'était les mêmes propos il y a un an pour les élections municipales. Et d'ailleurs, vous avez suivi à Poitiers le même cursus universitaire que la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, votre aînée d'une année. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, une alliée, une adversaire, un exemple ? Alors, dans le cadre des municipales, la France Insoumise n'était pas partie prenante de cette liste-là précisément. Non, mais c'était collectif. Vous parlez collectif, c'était même propos. C'était collectif, les mêmes propos. Alors, pas exactement le même programme, mais j'imagine qu'on y reviendra. Bien sûr. Léonore Monconduit est une personne que j'ai côtoyée en effet pendant mes études, que j'estime d'ailleurs, et qui politiquement, je pense comme moi, incarne une nouvelle génération. C'est une femme jeune en politique, et je la respecte pour ça. J'espère qu'on aura l'occasion d'ailleurs de faire des choses en commun ou de donner écho à des luttes en commun. En attendant, pour cette régionale, les Verts, le parti auquel elle est, dans lequel elle est encartée, seront nos adversaires parce qu'ils ont fait un choix politique différent du nôtre. On va en parler bien sûr, mais avant d'être élu maire de Poitiers, Léonore Monconduit a siégé au conseil régional dans le groupe Europe Écologie Les Verts. Est-ce que ça veut dire que c'est une élection idéal pour se faire connaître quand on est jeune, ambitieux, en tout cas avant de connaître un dessin plus important en politique? Alors, je sais pas. C'est pas un plan de carrière, en tout cas, cette élection régionale. Je ne me suis jamais présentée à une élection, alors que ça fait 10 ans que je suis militante politique et ça fait quelques années maintenant que j'ai des responsabilités nationales. Ça me faisait pas peur, mais j'estimais que mon rôle dans l'organisation n'était pas celui nécessairement de briguer un mandat électif. Je ne suis pas là pour ça, je ne fais pas de la politique pour ça. Le fait est que là, c'est la première fois que je me présente et que je le fais parce que aussi la région, à mon avis, mérite un programme ambitieux porté par des gens qui incarnent d'une certaine façon une forme de renouvellement et que je pense qu'à ma façon, je l'incarne avec tous mes camarades qui seront sur la liste. Alors l'officialisation de votre présence en tête de liste régionale aura lieu donc ce mercredi. En 2015, le Front de gauche n'avait pas fait mieux que 4,85% en Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce qui a changé en 6 ans ? Alors, énormément de choses. Politiquement, déjà, la France Insoumise n'existait pas en 2015, lors des dernières élections. C'était la fin du Front de gauche. C'était la fin du Front de gauche, porté par un communiste à l'époque. Aujourd'hui, depuis, on a eu la présidentielle de 2017. Ce qui a changé, je pense, massivement, c'est le poids que l'on incarne au sein de la gauche. C'est-à-dire que 7 millions de voix pour le programme L'Avenir en commun et le candidat Jean-Luc Mélenchon, ça laisse des traces dans le paysage politique et je pense dans le cœur et l'esprit des gens aussi vis-à-vis de leurs attentes. Donc c'est aussi ça qu'on va essayer de continuer à porter. Et puis cette alliance avec le NPA, avec qui on a réussi à se mettre d'accord sur la majorité des priorités programmatiques, elle est aussi porteuse d'une radicalité et d'une incarnation de rupture, de combativité qui est, je pense, une nécessité ici. C'est cette radicalité qui vous a fait choisir le NPA et non Europe Écologie Les Verts, qui auront plus de poids, logiquement, électoral lors de ces élections ? C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. En fait, on a tendu la main parce qu'on avait envie de faire des alliances qui sont possibles au niveau régional parce que les compétences sont pas les mêmes que les sujets qui peuvent nous opposer sur le plan national. Donc vous avez tendu la main aux écologistes ? On a tendu la main à toutes les forces de gauche, les communistes... Socialistes y compris ? Non.
que je ne mets pas nécessairement dans la gauche radicale que j'ai envie d'incarner. Les socialistes, M. Rousset précisément, a quand même appelé à voter Macron dès le premier tour. Il place sa politique dans une sorte de filiation par rapport à la politique macroniste. Et si pour lui c'est un modèle, pour moi ça n'en est pas un. Mais donc pour revenir à mon propos sur les autres forces de gauche, oui, on voulait faire avec. Parce qu'on pense que c'est possible au niveau régional. Les Verts ont fait un autre choix, sans doute parce qu'ils ont assumé un bilan commun avec M. Rousset, ce qui n'est pas notre cas. Les communistes ont fait un autre choix, sans doute parce qu'ils ont des nécessités stratégiques qui ne sont pas les autres, même si des communistes seront sur notre liste, France Insoumise, NPA et d'autres. Et j'ai envie de dire, ça n'est pas une alliance d'appareils, ce que nous avons essayé de faire. C'est une liste de combats, de ruptures, avec des gens qui incarnent toutes les luttes qui ont lieu dans notre région. Alors je comprends bien, mais pour beaucoup d'électeurs de gauche, l'exemple vient aujourd'hui des Hauts-de-France avec où justement tous les partis de gauche, Verts, PCF, LFI, PS s'unissent sous la candidature unique et commune, en tout cas de Karima Delli. Pourquoi est-ce que ce qui est possible dans les Hauts-de-France est impossible en Nouvelle-Aquitaine ? Je vous propose de poser la question à Nicolas Thierry et aux autres forces de gauche, parce que je vous le dis, je vous le répète, nous on a tendu la main. On pensait vraiment que sur les questions programmatiques principales, par exemple sur répondre enfin aux urgences et aux besoins essentiels des personnes qui vivent dans notre région, c'est-à-dire bien manger, pouvoir se déplacer correctement, pouvoir se soigner pas trop loin de chez soi, on pensait qu'on pouvait se mettre d'accord. Le fait est que les discussions programmatiques ont confirmé cette intuition politique de notre part, mais que d'autres ont fait des calculs stratégiques qui sont différents, que je respecte. Pardon, j'ai pas compris où est-ce que ça a coincé au niveau programmatique entre vous et les écologistes. Très concrètement, par exemple. Ça n'a pas coincé au niveau programmatique. Ils ont fait le choix de partir seuls parce qu'ils pensent que nous incarnons une gauche plus radicale que la leur. Et je ne leur donne pas tort. C'est-à-dire que sans doute, nous allons donner écho à des luttes sur lesquelles ils seraient peut-être un peu mal à l'aise d'assumer un bilan qui est celui de M. Rousset. Alors, je vous donne des exemples. Nous pensons que les luttes écologistes seront présentes sur notre liste. Qu'il n'y ait pas d'alliance avec Europe Écologie Les Verts ne change rien à cette affaire-là. Sur l'eau, par exemple, nous sommes très à l'aise avec les luttes qui sont menées dans la région. Je pense évidemment au projet des bassines dans les Deux-Sèvres et dans la Vienne, plus dans les Deux-Sèvres, où nous avons soutenu cette lutte sans aucun problème. Sur l'eau, je pense aussi à notre opposition au surf park, c'est-à-dire cette ambition quand même de vouloir faire des vagues géantes, notamment à côté de Poitiers, puisqu'il y a un projet pour que les gens viennent surfer ici, alors même que nous avons 720 km de façade maritime dans notre magnifique région. Je veux dire, il y a des absurdités comme ça, écologiques, qu'on va porter très fortement et qui sont au cœur de notre ambition. J'entends bien, mais malgré tout, est-ce que vous comprenez que c'est compliqué à comprendre pour des électeurs de gauche qui se disent, tiens, ça serait, quand ils voient, en plus, encore une fois, les Hauts-de-France, il y a une gauche unie, elle ne l'est pas en Nouvelle-Aquitaine. Vous comprenez le désarroi parfois et la frustration des électeurs de gauche qui voient 3 voire 4 listes de gauche différentes pour ces élections. Honnêtement, j'espère qu'on va pouvoir susciter un élan populaire qui va dépasser ces questions d'appareil politique. Je pense que les gens en ont marre de ces questions-là et je leur donne raison. Franchement, après avoir mené 3 mois de discussion avec des appareils politiques, je leur donne raison. C'est usant, c'est fatigant. Ouais. Et par ailleurs, nous avons envie de former un collectif qui avance, qui propose des choses, et peu importe l'alignement des logos, j'ai envie de vous dire. Donc pardon. Non, je vous en prie. Alain Rousset sera donc votre adversaire politique prioritaire, on va dire, lors de cette campagne, visiblement donc votre cible privilégiée. Vous dites, on a entendu, que la gestion socialiste doit être radicalement modifiée. En quoi, par exemple, très concrètement ? Bon, déjà, il y a une question de renouvellement, de pratiques politiques, etc. J'avais 7 ans quand M. Rousset a pris la tête d'abord de la région Aquitaine, puis de la région Nouvelle-Aquitaine élargie. Il n'est pas étranger au regroupement des régions Aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin,
citoyens qui forment aujourd'hui notre méga-région, puisque le projet initial de M. Hollande n'était pas celui-ci. L'Aquitaine pouvant rester seule, était assez riche, pouvait être indépendante, et les deux autres régions ne devaient normalement pas être reliées à elle. Donc il a participé à cette magouille pour gérer une méga-région qui fait 1/8 du territoire national, 6 millions de personnes. Et je crois vraiment que les gens ont envie, désormais, d'un peu plus de franchise et de sincérité politique que ce qu'incarne aujourd'hui M. Rousset pour la région. C'est parce qu'il n'est pas, selon vous, franc et sincère, que c'est un mauvais président de région ? Alors, c'est parce que c'est un mauvais gestionnaire ? Sur quoi vous appuyez le plus ? Outre le fait de son âge, bien sûr. Non, je pense que le problème principal, c'est en même temps de M. Rousset. C'est-à-dire que, je vous le disais, il a appelé à voter Macron dès le premier tour. Il revendique un modèle social et économiste comme c'est fait au niveau national. Moi, je n'ai pas envie de revendiquer la réforme des retraites, la casse du Code du travail, la loi Egalim qui aujourd'hui fait crever de faim nos agriculteurs et agricultrices, etc., etc. Si lui se sent dans la droite ligne de ce bilan pour rallier à lui des électeurs macronistes, c'est une chose. Ce n'est pas la vision de la gauche que je défends et que je défendrai. Alors, parmi les compétences de la région, il y a l'économie. Dans la Vienne, le dossier des fonderies du Poitou va se remettre au centre de la campagne électorale. Après la faillite d'une banque proche du propriétaire Liberty Advance, les élus prennent la parole et, sur les réseaux sociaux et tentent de mobiliser le gouvernement sur une casse sociale annoncée dans le Châtelleraudais. Regardez. La colère ne retombe pas aux fonderies du Poitou. Une fin programmée pour le secteur fonte, un secteur à lui en sursis. Les élus du territoire dénoncent un gâchis humain et économique. Dans un courrier adressé à Bruno Le Maire, les sénateurs socialistes pointent l'absence de stratégie industrielle du gouvernement. Le but n'est pas d'accuser, le but est de mettre chacun en face de ses responsabilités. La question que nous posons tous ensemble, tous les sénateurs socialistes de Nouvelle-Aquitaine dans le courrier, est bien de savoir, monsieur le ministre, 1, vous aviez poussé pour Liberty, qu'en est-il aujourd'hui ? Et 2, est-ce qu'il existe dans ce pays une stratégie nationale sur la question des fonderies ? La maire d'Ingrande-sur-Vienne, elle aussi, renvoie la question de l'avenir des fonderies du Poitou au sommet de l'État. On n'a pas de baguette magique, sinon voilà, ce serait facile. Donc qu'on les soutienne et qu'on soit là quand ils font des manifestations en nombre. Mais après, moi, j'ai aucun pouvoir et je pense je ne suis pas la seule à ne pas avoir de pouvoir. Pour le député La République En Marche, Nicolas Turquois, la responsabilité politique de cet échec économique et social n'est pas seulement du fait du gouvernement. Je tiens à reconnaître ma part de responsabilité dans cette histoire. Aujourd'hui, avec un accompagnement dans la durée, avec des partenaires de qualité dans la durée, il y a des possibilités de faire des choses. Ça ne sera pas la fonderie d'hier, mais il y a possibilité de faire une fonderie de demain, j'en suis toujours persuadé. De leur côté, les élus de l'agglomération du Grand Châtellerault ont voté une motion pour apporter leur soutien aux fondeurs. Eux aussi en appellent à l'État pour sauver ce site industriel. Clémence Guettet, on voit bien dans ce reportage toute l'impuissance des élus face à la situation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bon, déjà, je trouve ça absolument dramatique parce qu'on traite ça comme un dossier de plus sur la pile, malheureusement, de la désaffection industrielle et de la fuite à l'étranger de nos industries. Mais derrière ces situations, c'est des familles entières qui se retrouvent dans des situations de précarité très graves. C'est des gens qui n'envisagent plus d'acheter la maison qu'ils voulaient acheter ou de faire l'enfant qu'ils voulaient faire, etc. Il y a un avenir etc. pour vous, pour les fonderies du Poitou ? Alors, la question est très difficile. Le problème, c'est que c'est un groupe, le Liberty en l'occurrence, qui est en train de laisser tomber les salariés, qui s'est gavé d'argent public depuis 2 ans, qui a pris sa part et qui maintenant délocalise son activité. Le problème, c'est que le schéma se répète. L'État vient au bon moment. Madame Pannier-Runacher était là pour faire la jolie photo à côté des salariés au moment où il fallait crier victoire, et qu'ensuite, il n'y a plus personne. Au niveau étatique, évidemment, il faut des mesures protectionnistes. Sans ça, on n'y arrivera jamais. Aujourd'hui, par exemple, Renault décide de produire ses carters avec un groupe espagnol au lieu de produire en France avec le Liberty et les fonderies du Poitou. Donc ça, c'est un problème. Et puis aussi, l'État, mais aussi la région, qui elle aussi a subventionné et prêté de l'argent depuis 2 ans, doit imposer une diversification de l'activité. On savait que la filière diesel allait progressivement se tarir. Donc manque d'anticipation, c'est ça que vous dites ? Oui, et puis les projets qui ont été mis sur la table, par exemple, il y avait un projet de reconditionnement de véhicules d'occasion qui pouvait se faire avec les fonderies.
ça n'a jamais été suivi, ça n'a jamais été mis concrètement en place. Les gens ont besoin d'avoir des formations qui adaptent leur métier à la transition écologique et aux métiers qui seront indispensables demain. Et ils y sont prêts, d'ailleurs, ils n'attendent que ça, un vrai plan de formation pour la suite. Et là, on parle des fonderies du Poitou, mais le site ALU, il suscite aussi beaucoup d'inquiétudes localement. Et puis, le problème, c'est que c'est tout le bassin d'emploi qui est extrêmement fragilisé. On parle de la défonderie, on pourrait aussi parler de la laiterie de Saint-Saviol, 83 emplois dans un village qui fait 500 habitants. C'est un désastre pour les gens. Alors, du coup, parmi les compétences qu'ont les régions, quelle sera votre priorité absolue dans la campagne électorale ? Ça sera l'aménagement du territoire, ça sera le développement économique, l'environnement, les lycées, la formation. Qu'est-ce que ça va être la priorité pour vous ? Puisqu'on est sur le dossier des emplois, la région, elle a des leviers pour les emplois. C'est la conditionnalité des aides aux entreprises avec des critères sociaux, c'est-à-dire arrêter de licencier, arrêter de mettre les gens à la porte alors qu'ils ont besoin d'avoir un emploi, et des critères environnementaux. J'étais il y a 2 semaines à Pau, dans le bassin de Lac, où les usines du coin rendent les gens malades. Ça n'est pas possible, il n'y aura plus 1 euro pour ces entreprises qui polluent et qui licencient. Ça, c'est une priorité parmi d'autres. Et ensuite, on aura tout le temps de parler des autres priorités lors de la campagne des régionales. On avance un tout petit peu, mais on en parlera, il n'y a aucun problème. On l'a entendu en début d'émission. Ce que je voulais dire quand même, c'est que notre région est riche et que l'argent doit être investi correctement. Donc pour les gens et pas pour les entreprises qui polluent, qui licencient. On l'a entendu en début d'émission, Jean-Luc Mélenchon mise beaucoup sur vous dans les prochaines années, en louant à la fois, 1, votre fermeté doctrinale, et 2, aussi votre souplesse relationnelle. C'est un peu du en même temps, ça, non ? Est-ce que c'est possible d'être à la fois dur sur la doctrine et souple sur la relation avec les autres partenaires ? J'ai bon espoir que oui, ce soit possible. C'est-à-dire qu'on peut se respecter humainement, apprendre à travailler en collectif. Et je crois que... Ça va faire des concessions, donc ? Oui, parfois des compromis. Mais non, pas de compromis. C'est ça qui est... Je pense qu'une fois qu'on est ferme sur les principes, sur le programme, sur les priorités politiques, ça n'empêche pas de mettre un peu de souplesse dans les relations et dans le travail ensemble. Je crois en effet que, par exemple, une régionale, puisque c'est plus de 100 personnes qui vont devoir travailler dans le même sens et aller voir les électeurs et électrices de Nouvelle-Aquitaine pour leur expliquer notre projet, il faut savoir aménager les sensibilités des uns, des unes, des autres, et surtout valoriser ce que chacun peut faire de mieux au service du collectif. Très rapidement, un mot sur votre objectif pour ces régionales. Vous êtes fixé un objectif ? Alors, l'objectif, déjà, c'est de remuer un petit peu l'ambiance pesante du moment, d'aller voir les gens. Alors, 10% pour se maintenir au second tour, évidemment, c'est un objectif. Je crois qu'il est par ailleurs tout à fait atteignable. Et puis surtout, faire rentrer des élus de combat au conseil régional pour contester la politique menée ou pour diriger cette région. On parlait de Jean-Luc Mélenchon. Sa venue en octobre dernier dans le Marais Poitevin avec les antibassines, c'était votre idée ? Alors, on en avait discuté ensemble, oui, parce que moi, j'ai grandi à côté du Marais Poitevin. Et puis, je sais l'urgence dans laquelle sont les habitants quand ils voient l'écosystème qui complètement est asséché à cause de ces projets de bassines. Je rappelle quand même que les bassines, c'est 70% d'argent public, 40 millions d'euros d'argent, 200 hectares de terres qui sont artificialisées, et ça profite seulement à 10% des agriculteurs et agricultrices de la région. Ça n'est pas un projet ambitieux pour l'agriculture en Nouvelle-Aquitaine. Un mot sur la gestion de la crise liée au coronavirus, 1 an après la mise en place du premier confinement. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux ? Ah oui, je crois qu'on aurait pu faire mieux. On n'a pas tiré sur l'ambulance il y a 1 an. C'était une pandémie mondiale, elle nous est tombée dessus, il fallait faire face collectivement. Maintenant, ça fait 1 an que ça dure. Le reconfinement et toutes les mesures dont on peine d'ailleurs à comprendre l'incohérence, c'est dû à leur incompétence. Donc là, je crois qu'aujourd'hui, M. Macron et sa clique doivent quand même prendre leurs responsabilités. Les gens n'en peuvent plus. Ce qui s'amène devant nous, c'est une détresse psychologique commune qui va être très très grave, en plus de la précarité financière et des situations objectives dans lesquelles les gens se trouvent. Et il y a un pays dans le monde ou en Europe qui trouve grâce à vos yeux dans cette gestion de la crise sanitaire ? Alors, c'est pas le sujet en fait. Les dirigeants qui doivent répondre aux Français et aux Françaises, c'est Monsieur Macron et son gouvernement. Je rappelle quand même que Monsieur Castex était le monsieur des confinements. Il en est à son 2e reconfinement. Donc je crois que les gens veulent de la clarté, et surtout ça fait 1 an que l'opposition, si elle était écoutée, on propose nous un plan avec des alternatives au confinement, des roulements, des protocoles sanitaires qui permettraient à la fois de combattre le virus et à la fois de vivre. Les gens veulent vivre, on ne peut pas mettre le pays sous cloche, il faut trouver des solutions.
Aux dernières législatives de 2017, Céline Cuvillier, alors candidate La France Insoumise dans la première circonscription de la Vienne, est arrivée en seconde position à l'issue du premier tour avec 15% des suffrages. Seconde derrière, eh bien, le macroniste Jacques Savatier, remplacé depuis août 2020 par sa suppléante Françoise Ballet-Blu. Est-ce que ça vous donne envie de vous présenter en 2022 ? Alors, si vous le permettez, on va commencer par cette élection-là, c'est-à-dire la régionale des 20 et 27 juin prochains. Oui, mais vous connaissez par cœur le travail des députés puisque vous travaillez avec eux depuis 5 ans. Donc vous avez peut-être envie d'y aller à votre tour et de voir qu'il y a peut-être une possibilité, vu qu'elle a fait, effectivement, le LFI a fait il y a 5 ans un bon score. Vraiment, ça n'est pas mon sujet aujourd'hui. Si jamais on préside la région, je serais bien occupée comme beaucoup d'autres. Si jamais on doit être des élus au conseil régional, là aussi, on aura beaucoup de travail à s'opposer pour être de bons élus et être au contact des gens. Donc, ce qu'on fera en 2022, avant ça, je dois m'occuper de coordonner un programme présidentiel. Donc, il y a beaucoup de choses à venir. Justement, si vous êtes élu, avec toutes les casquettes que vous avez aujourd'hui, est-ce qu'il y en a une que vous allez abandonner parce que vous n'aurez peut-être pas le temps de tout faire ? Oui, en effet, je pense que je ne pourrais pas rester à l'Assemblée nationale. Et puis, à vrai dire, j'ai fait 3 ans à l'Assemblée nationale et ça faisait aussi partie des principes que je m'étais fixés, de ne pas faire ça trop longtemps, de ne pas faire ça toute ma vie. Dans l'ombre, mais peut-être plus dans la lumière, non ? Non, c'est surtout, je pense qu'il faut faire attention à se fixer des règles quand on fait de la politique. Et la mienne était de ne pas rester à Paris trop longtemps, de ne pas rester dans cette institution qui est quand même... qui est pesante, on va dire, pour l'opposition comme nous. J'ai envie de faire autre chose et en tout cas, je suis prête maintenant pour la Nouvelle-Aquitaine. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Clémence Guettet d'avoir accepté notre invitation pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique. N'hésitez pas à venir sur notre site internet. La semaine prochaine, mon invité sera le député macroniste de Charente-Maritime, Raphaël Gérard. Pour leur place au journal régional, excellente journée à toutes et à tous et à dimanche prochain.